Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui en direct jusqu'à 16h30 pour une émission bien sûr très spéciale aujourd'hui. Spéciale Yom HaZikaron, journée du souvenir en mémoire aux soldats israéliens tombés depuis 1948 et également victimes du terrorisme depuis 1851 jusqu'à aujourd'hui. L'occasion bien sûr de recevoir, d'échanger avec mes invités pour en parler. En studio, Daniel Halevi-Gotshel, ministre conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël à Paris, mais également Aryeh Ben-Semoun, directeur général d'Elnet France. Par téléphone également Robert Zbili, président KKL France. Et puis nous serons sur place avec notre correspondante Pascal Sunshine à Jérusalem. Bien sûr, Radio J vous donne la parole aussi en direct aujourd'hui pour témoigner de votre souvenir à l'occasion de cette cérémonie marquante, pour évoquer votre famille, vos proches soldats ou nos soldats tout simplement, mais aussi pour un hommage aux victimes du terrorisme que l'on n'oublie pas. Vous pouvez aussi bien sûr questionner nos invités en direct sur cette antenne ouverte. Pour cela, notez bien 01 53 75 26 26, appelez-nous au 01 53 75 26 26 ou bien via notre Facebook Live de l'émission sur la page de la radio radioj.fr. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Aryeh Ben-Semoun. Bonjour. Bonjour Daniel Halevi-Gotshel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de Radio J aujourd'hui pour découvrir bien sûr dans votre regard ce que représente Yom HaZikaron pour vous, mais aussi pour revenir un peu et peut-être sur la politique qui perturbe ou pas cette journée du souvenir, pour découvrir aussi les œuvres culturelles qui traitent de notre sujet. Nous irons ensemble encore plus loin. Alors bien sûr, la cérémonie de Yom HaZikaron a débuté hier soir avec une minute de silence dans tout le pays à 20h, 2 minutes ce matin à 11h heure israélienne. La journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens morts au combat et des victimes du terrorisme se poursuit. Donc aujourd'hui, comme chaque année, un rappel des faits avec Alexandra Sénigou. Et alors, toujours le début avec vous, Alexandra Sénigou. Ce jour de commémoration se renouvelle chaque année depuis 1963. Les cérémonies officielles, vous l'avez dit, Cyrielle, débutent traditionnellement la veille au soir avec une sirène qui retentit à 20h à travers le pays et ça marque le début d'une minute de silence. Ça, c'était hier soir. Les Israéliens se sont figés pour se souvenir et prier pour les âmes des défunts. Beaucoup vont se recueillir aujourd'hui sur la tombe d'un proche tombé au combat ou tué dans une attaque terroriste. Le lendemain, à 11h, une sirène retentit à nouveau, annonçant cette fois-ci 2 minutes de silence. C'était ce matin. Des cérémonies sont organisées partout dans le pays, notamment dans les cimetières militaires. Le pays s'arrête un peu le temps d'une journée. Les drapeaux sont en berne et la plupart des commerces sont fermés. Alexandra Sénigou, aujourd'hui la nation, bien sûr, pleure. Des soldats, 24 213 soldats tués et 4 255 victimes civiles du terrorisme depuis 1851 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Parmi ces 4 255 victimes civiles du terrorisme, on dénombre 740 enfants et adolescents, 120 Israéliens tués à l'étranger et 135 citoyens étrangers tués dans des attentats terroristes. Ces chiffres tragiques rappellent l'importance de cette journée pour la nation israélienne. Ce matin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole sur le mont Herzl à Jérusalem. En ce jour du souvenir, nous nous souvenons que nous, juifs, druzes, bédouins, musulmans, chrétiens, circassiens, nous sommes frères d'armes, frères par le sang, c'est ce qu'il a déclaré. Yom HaZikaron est un jour de tristesse et de mémoire, mais il précède également une fête importante, Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance d'Israël. Et cette transition entre le deuil et la célébration symbolise l'espoir et la résilience du peuple israélien. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve bien sûr à 16h pour un nouveau point et puis à toutes les demi-heures pour l'information. Merci, à tout à l'heure. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et en direct avec mes invités, donc j'ai envie de vous poser cette question évidemment évidente. Daniel Halevi-Gotshel, qu'est-ce que représente Yom HaZikaron pour vous ? Bonjour, tout d'abord merci de me recevoir. Je dirais que cette période qui suit Pessah, qui était déjà un grand moment dans l'histoire du peuple juif et d'Israël, est suivie immédiatement par vraiment 3 moments clés, je crois, pour Israël et pour le peuple juif.
C'est l'Yom HaShoah que nous avons célébré il y a quelques jours. C'est Yom HaZikaron aujourd'hui et Yom HaTzmaout demain. Je pense que dans le vécu du juif aujourd'hui, ce sont trois événements extrêmement... je dirais trois événements majeurs qui, à côté d'autres symboles comme la menorah, le drapeau d'Israël, je pense marquent tous les jours un petit peu la vie du peuple juif. Arié Ben Semoun, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous poser bien évidemment la même question. Qu'est-ce que Yom HaZikaron pour vous ? Pour moi, c'est un jour particulièrement intense, d'abord parce que il évoque le sacrifice des enfants d'Israël pour la terre et le peuple d'Israël. C'est un moment de douleur, de tristesse, de deuil, cela a été rappelé, mais c'est aussi un moment d'une incroyable fierté, parce que c'est le jour qui commémore les Juifs qui sont morts au combat pour défendre leur liberté, leur dignité et leur indépendance. Et lorsque l'on met en perspective cette cérémonie, cette commémoration en perspective historique sur les 2000 dernières années, on se dit que à la fois c'est un prix exorbitant qui est payé par le peuple juif, mais ce prix-là, malheureusement, nous l'avons payé à bien des époques et dans des conditions bien plus tragiques que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et cela, je crois, a été rappelé par le Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, à l'occasion de l'allocution qu'il a prononcée. Nous avons cette tristesse et cette fierté de voir que ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, c'est le résultat de ce combat qui n'est jamais terminé et que nos enfants et que nous-mêmes devons continuer à mener. Et donc oui, à la fois la tristesse, mais aussi, pour résumer d'un mot, une très grande fierté. J'ai avec nous par téléphone également Robert Zbili qui est avec nous par téléphone. Bonjour Robert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président du KKL France et puisque j'ai posé la question à mes deux invités en studio, je vous pose évidemment la même question. Qu'est-ce que Yom HaZikaron pour vous ? Alors, tout a été dit, si je dois parler de Yom HaZikaron en particulier. Le schéma annoncé au départ, c'est-à-dire que passer de Pessah à Yom HaShoah, puis à Yom HaZikaron, puis à Yom HaTzmaout et finir sur Yom HaShoah, c'est un moment très fort de la vie juive. Mais Yom HaZikaron, c'est particulier. Yom HaZikaron, c'est particulier pour l'avoir vécu à plusieurs reprises en Israël. C'est une journée très particulière en Israël. J'ai le souvenir, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais en Israël. J'avais pas la même culture que maintenant, et j'ai vécu cette journée. C'est-à-dire, je me suis réveillé le matin dans un hôtel, on m'a dit la piscine est fermée. J'ai dit bon, la piscine est fermée, je suis sorti. Les restaurants étaient fermés, les terrasses de café étaient vides. C'était une journée où les gens travaillaient, mais on sentait une lourdeur sur le pays entier. J'avais un rendez-vous dans une administration, c'était un open space. J'étais en train de parler, et puis la sirène a sonné. Une sirène très impressionnante. Tout s'est arrêté, on voyait par les fenêtres, les voitures s'arrêtaient, les gens descendent, et dans le bureau, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé pour leur minute de silence, et c'était très impressionnant. Et tout le monde pleurait. Pleurait parce que chacun avait en souvenir un ami, un proche qui était tombé dans une des guerres, dans un attentat, dans quelque chose. Enfin, c'était quelque chose d'hyper impressionnant. Et pour l'avoir vécu, je vous dis, cette fois-là en premier, et puis après, je me suis rendu compte que c'est un peuple particulier, le peuple juif. C'est un peuple qui a la mémoire, et qui transmet la mémoire. Et Yom HaZikaron, c'est ça. Et la force de ce peuple juif, c'est justement le passage de Yom HaZikaron à Yom HaTzmaout. C'est-à-dire que le soir, en 60 secondes, on passe d'une lourdeur, d'une tristesse. Du deuil à la joie. À la joie, avec des feux d'artifice, avec des chansons. Et c'est exactement ce que représente le peuple juif. C'est pour ça que nous nous battons, c'est pour ça que je suis fier d'être juif, c'est pour ça que je suis vraiment très amoureux de ce pays. Et c'est vrai que quand on dit plus jamais ça, on le dit aussi parce que l'État d'Israël existe. Et c'est vrai que 75 ans, c'est pas beaucoup, mais 75 ans, ce qui a été effectué sur ces 75 ans, c'est énorme. Et quelles que soient les conditions politiques, etc., ça reste un peuple d'exception. Robert Zbili,
Il y a un instant, vous évoquiez cette fameuse sirène. J'ai envie qu'on s'arrête tous un petit peu là-dessus, parce que Yom HaZikaron a démarré hier soir avec cette fameuse minute de silence à 20h. Ce matin encore, une deuxième sirène de 2 minutes qui a retenti à 11h pour signaler le début des principales cérémonies dans les 52 cimetières militaires israéliens du pays. Et hier soir, Isaac Herzog, le président de l'État d'Israël, s'est exprimé notamment sur cette sirène. Il a dit: cette sirène, c'est le son de l'État d'Israël. On écoute quand même un extrait diffusé hier soir et traduit par nos confrères d'I24 News. La sirène qui a transpercé le silence à l'instant, d'un bout à l'autre du pays, ébranle nos âmes et fait place aux souvenirs qui nous submergent de silence. Je m'interroge, je nous interroge, quel autre pays au monde possède un son aussi particulier ? C'est le son de la douleur et de l'espoir, du chagrin et de la fierté. C'est le son de l'État d'Israël, c'est sa voix. Une voix qui nous invite à nous arrêter un instant, à nous enfermer dans la sainteté, à nous souvenir et à nous connecter ensemble. Et cette année, en ces jours de discorde, ce son est plus puissant, plus brûlant, plus douloureux que jamais. Cette année, plus que jamais, ce son nous interpelle au cœur du silence qui crie « Nous tous, ensemble !» Leur sacrifice n'a pas été vain et il ne sera pas vain. Un discours extrêmement fort. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, vous, puisque je vous ai juste en face de moi en studio, Daniel Alevi-Gotchel? Je crois qu'il serait pour moi très difficile d'exprimer de façon plus émotionnelle, plus juste, de façon plus détaillée ce que vient de dire le président. Et ce qu'il a dit hier soir au moment du début des événements. Je pense qu'effectivement, chaque année, cette sonnerie qui débute la journée du souvenir nous transpose d'un moment X à un autre moment. Ça devient un moment tout à fait différent. Durant laquelle chaque Israélien et chaque Juif à travers le monde, pour qui le sort d'Israël importe, passe sur un autre registre, réfléchit à ce qu'a été cette année pour Israël, réfléchit qu'est-ce qu'il faut faire peut-être de mieux pour changer la situation pour le mieux. Et ça me rappelle moi-même, je pense que c'est pas par hasard, et ça a été mentionné par le président, que c'est quelque chose de très particulier au peuple juif, au peuple israélien, cette sirène. Ça me rappelle toujours en fait la sonnerie du chauffard à Rosh Hashanah. On est aussi, je pense, le seul peuple qui traditionnellement chaque année sonne le chauffard. Et là aussi, à ce moment-là, c'est effectivement pour donner un moment de solennité, pour amener les gens à réfléchir, à sortir des dépenses habituelles, pour se mettre dans une toute nouvelle situation qui soit propice à la réflexion. Tout d'abord, je voudrais dire un mot sur le président Bougie Herzog, qui est surprenant dans la fonction qu'il occupe et qui a parfaitement endossé cette responsabilité d'être celui qui incarne la conscience morale de l'État d'Israël et le gardien finalement des institutions, peut-être même bien au-delà de ce que sa fonction peut exprimer naturellement. Sur ce qu'il a dit à propos de cette sirène, j'ai souvent été en Israël au moment des commémorations, que ce soit de Yom HaShoah ou de Yom HaZikaron ou de Yom HaAtzmaut, et c'est un moment particulièrement intense, très fort. Et c'est vrai, vous avez raison de faire cette comparaison avec le son du chauffard que nous entendons pendant les fêtes de Tishri et qui a cette puissance de nous ébranler à l'intérieur, de nous faire bouger, de nous émouvoir. Mais je dirais que je comparerais davantage cela avec les trompettes de Moshe Rabbeinu. Et il y a un passage particulier dans la Torah où Hachem, parlant à Moshe, lui dit « Tu feras pour toi des trompettes afin de sonner le rassemblement. » Et le « fera pour toi » était exprimé par les sages en disant que chacun dans sa génération doit trouver le meilleur moyen pour communiquer avec ses semblables. Et bien cette sirène-là qui résonne dans tout le pays, ce sont d'une certaine manière les trompettes de Moshe, les trompettes de Moïse qui rappellent l'attention, qui remobilisent l'attention de tout un peuple. Et c'est vraiment exceptionnel. Je ne saurais trop dire à ceux qui nous écoutent que si vous ne l'avez jamais vécu en vrai,
faites en sorte de pouvoir être présent en Israël, que ce soit à Yom HaShoah ou à Yom HaAtzmaut, pour ressentir cette émotion incroyable et participer de ce moment si particulier où tout un peuple va communier ensemble au même moment avec la même intensité. C'est effectivement unique au monde. C'est un moment en effet où on a la sensation que tout s'arrête, peut-être même que le temps s'arrête. Mais c'est pas une sensation. Oui, bien sûr, avec cette journée où beaucoup de choses s'arrêtent. Il y a plein d'événements tout du long de cette journée. La cérémonie d'État a débuté ce matin, je le rappelle, à 8h30 au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, avec la lecture des noms des soldats tués au combat, en présence du ministre de la Défense, Yoav Gallant, du directeur général du ministère, Eyal Zamir. Les noms de tous les militaires décédés ont été lus à haute voix tout au long de la journée dans la salle du souvenir du site. Ça aussi, c'est beau, le fait qu'on puisse rappeler en communion justement et redire encore une fois ces noms, ces soldats qui sont morts pour la nation. Oui, c'est plus de 23 000 soldats, mais ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des numéros. Mais c'est en ça que ça diffère des chiffres qu'on a tendance à dénoncer nous en France. Là, on donne des noms. On n'est pas dans la statistique, on est dans la dimension humaine d'un sacrifice, d'une confrontation qui engage tout un peuple, des familles entières. Et là encore, si on peut donner un conseil à ceux qui nous écoutent, peut-être ne l'ont-ils jamais fait parce qu'ils n'y ont pas pensé, c'est d'aller dans les cimetières militaires. Non pas pour s'y promener, mais pour pèleriner au sens noble et propre du terme, pour lire le nom gravé sur chacune des tombes et l'âge à laquelle ces soldats ou ces soldates ont été arrachés à la vie. Et là aussi, c'est prendre la mesure de ce qu'est l'histoire moderne d'Israël, et ce faisant, c'est aussi se plonger dans ce qu'a été l'histoire du peuple juif depuis le début de l'exil, il y a 2000 ans et un peu plus maintenant. Donc tout ça participe effectivement de cette histoire de la nation, de cette histoire du peuple juif. Et Yom HaZikaron, pour cette raison-là et pour bien d'autres, est un moment tellement important parce qu'il y a les témoignages, il y a tous ceux qui vont vous raconter leur propre histoire avec le sacrifice pour la terre d'Israël, pour le peuple juif. Et il n'y a pas une famille qui n'a été touchée par cela. C'est ça qui doit être présent dans l'esprit de tout le monde. D'une certaine manière, juste d'un mot, pour dire ça pourrait ressembler un peu à comparaison n'est pas raison, mais en fait, si on se souvient de la Grande Guerre en France entre 14 et 18, il n'y avait pas une famille qui n'avait pas eu des victimes dans cette guerre. Et dans chaque village, dans chaque petit endroit, il y avait des stèles ou des lieux de commémoration pour rappeler la fameuse Grande Guerre. Eh bien, en Israël, c'est exactement la même chose. Ce sacrifice est partout. Pardonnez-moi de faire ce lien, peut-être qu'il n'a rien à voir, mais c'est le sentiment que nous avons eu aussi en France avec le Bataclan. On connaît tous quelqu'un qui était au Bataclan, et on connaît quelqu'un qui connaissait quelqu'un. On s'est tous sentis très très touchés justement par ces attentats de Paris. Il y a près d'1 million d'Israéliens, pour revenir à notre sujet, qui devraient se rendre dans les cimetières militaires aujourd'hui, jusqu'à ce soir, pour pèleriner. C'est à peu près 1 personne sur 10 en Israël. On peut penser, on peut dire cela. Mais il y a aussi d'autres cérémonies très émouvantes dans toutes les écoles en Israël, en hommage aussi à des anciens élèves. Est-ce que vous avez pu assister vous-même à ce genre d'événement, que ce soit le pèlerinage sur les tombes en Israël, ou bien vos enfants qui ont leurs amis qui ont péri, éventuellement des soldats que vous connaissez personnellement, puisque c'est une question personnelle que je vous adresse, notamment à vous, Daniel Alevi-Gotshel. Non. Puisque nous sommes à Paris, permettez-moi d'abord de vous dire qu'évidemment la communauté juive est associée à ces cérémonies, puisque chaque année l'ambassade d'Israël organise, donc au moment où commencent les cérémonies en Israël, exactement en parallèle avec la sonnerie qui retentit au Kotel, il y a une cérémonie organisée donc dans la cour de l'ambassade, auquel est associée la communauté juive, mais surtout arrivent les familles des personnes qui sont des personnes d'origine française qui sont tombées soit au combat, soit comme sacrifice du terrorisme. Et puisqu'on mentionnait la question des noms, tous les noms de ces personnes d'origine donc française sont lus au moment de cette cérémonie. Et oui, j'ai de l'expérience personnelle d'être allé visiter ces cimetières, d'avoir participé malheureusement à des enterrements de soldats qui sont tombés. Et puis j'ai une fille qui est actuellement dans l'armée, qui s'occupe justement qui s'occupe des relations humaines, qui le jour de Yom HaZikaron est mobilisée du matin au soir pour préparer l'endroit où se passent les cérémonies, pour accueillir les familles, pour les aider, pour les soutenir.
voilà, pour les aider au maximum. C'est une expérience extrêmement émouvante pour elle et du coup pour nous aussi. Daniel Halevi-Gotshel, permettez-moi, vous êtes français, votre fille est française. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que Isaac Herzog a tenu à démarrer son intervention hier en parlant d'un soldat qui n'était pas israélien, qui venait d'ailleurs, le plus jeune soldat Yossi, mort à 17 ans. Et c'est aussi ça, les soldats israéliens, le dévouement pour la patrie, l'amour du pays, plus que le devoir. Est-ce que c'est ce que votre fille ressent ? Absolument, je dirais quand même que ma fille effectivement est née en Europe, elle est israélienne, elle n'est pas française, mais c'est clair que cette dimension de solidarité entre que vous évoquez existe. C'est le devoir aussi bien du juif que de l'israélien. Il n'y a pas de séparation ici par rapport à ce qu'il doit faire pour Israël, qui est la réalisation de 2000 ans d'espoir. Qui s'est concrétisé à partir du sionisme politique, mais c'est un aboutissement d'une période et nous vivons de ce point de vue-là un moment extraordinaire. On va continuer à parler avec vous, bien évidemment, dans cette émission et avec donc tous mes invités. Aryeh Ben-Semoun, président d'Elnet France, Daniel Halevi-Gotshel, ministre conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Et si notre invité par téléphone, Robert Zbili, reste avec nous, président du KKL, j'aurai une question à lui poser également sur les soldats en Israël et sur ce qu'a fait justement le KKL. Et puis on est sur place également avec Pascal Zonshine. Dans un instant, notre correspondante à Jérusalem. Et tout de suite, bien évidemment, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sémigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Israël commémore aujourd'hui ses soldats morts au combat et les victimes du terrorisme pour le Yom HaZikaron. Aujourd'hui, la nation pleure ses 24 213 soldats tués et 4 255 victimes civiles du terrorisme depuis 1851 à aujourd'hui. Au chapitre sécuritaire, 2 habitants de l'Est de Jérusalem ont été surpris en train de voler des munitions à des soldats de Tzahal lors d'une cérémonie de Yom HaZikaron à Jérusalem. Selon la police, l'un des soldats a remarqué un bruit provenant d'une salle de stockage. Il a vu un habitant du camp de réfugiés de Chouafat portant un sac qui contenait plusieurs chargeurs. Les 2 hommes ont été arrêtés. Diplomatie, la discussion spéciale au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des Palestiniens s'ouvre en ce moment à New York. Et ce, malgré la demande de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, de changer sa date en raison de Yom HaZikaron. Gilad Erdan, qui devrait participer à la réunion, a pris une prise de parole à 17h45 heure israélienne. L'actualité en France, après 2 déplacements tendus la semaine dernière, le président de la République Emmanuel Macron se rend dans le Loir-et-Cher pour une visite sur le thème de la santé. La CGT lui a réservé un accueil sonore avec des casseroles à son arrivée, tandis que la préfecture avait pourtant interdit les dispositifs sonores amplificateurs de son. Et merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve à 16h pour le journal complet suivi d'un nouveau point sur notre journée du souvenir qui progresse évidemment vers Yom Ha'atzmaut. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mes invités et mes chroniqueurs qui nous rejoignent également sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Hors de question que je place ma mère en maison de retraite. Mais là, j'avoue, elle est de plus en plus dépendante et j'ai besoin d'aide. J'accompagne souvent ma mère à la Fondation Oser pour un accueil de jour. En voyant les autres patients atteints de maladie d'Alzheimer, j'ai les larmes aux yeux. On pense qu'ils ne peuvent pas se souvenir, mais petit à petit, j'ai découvert qu'on pouvait ranimer leur mémoire. Ils font un travail extraordinaire. Dans le cadre de l'IFI, déduisez 75% des dons versés à la Fondation. Fondation Oser MES. Infos et dons sécurisés sur oser.fondationjudaïsme.org. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30.
Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mes invités aujourd'hui. Arié Ben Semoun, président de Elnet France, Daniela Lévy-Gotchel, ministre conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques, scientifiques à l'ambassade d'Israël à Paris, et puis Robert Zbili, président du KKL France. Et tout de suite, on retrouve notre correspondante Pascal Sunshine en direct de Jérusalem depuis ce matin sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Pascal. Bonjour Cyrielle. Cette journée, bien sûr, est toujours émouvante. C'est l'occasion de vous demander comment ça se passe cet après-midi. Est-ce que tout Israël est à l'arrêt? Comment ça se passe? L'ambiance est évidemment telle qu'on peut l'imaginer, lourde, pesante, difficile, comme toujours pour cette cérémonie de Yom HaZikaron qui dure en fait 24 heures puisqu'elle a commencé hier soir à la tombée de la nuit. Elle s'achèvera tout à l'heure avec les festivités de Yom HaAtzmaut. Mais c'est vrai que cette année, on l'appréhendait particulièrement étant donné le climat politique difficile qui règne depuis maintenant un peu plus de 3 mois dans le pays sur fond de débat sur la réforme judiciaire. Et pourtant, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir à Jérusalem, l'atmosphère reste la même, l'émotion est toujours aussi forte et toujours aussi authentique dans des cérémonies, justement peut-être moins les cérémonies nationales officielles, celles qui sont retransmises à la télévision, plutôt les cérémonies de quartier, celles que l'on partage avec les voisins, avec les parents d'amis, avec tous ceux que l'on côtoie au jour le jour et que l'on retrouve justement dans le centre communautaire de quartier pour évoquer ceux des voisins, des proches, des amis qui ont été tués dans les guerres, dans les attentats, et des témoignages qu'on écoute en famille avec les enfants assis par terre dans les travées alors qu'on est tous à l'extérieur dans la nuit et qu'à Jérusalem, la nuit, il peut faire très froid. Et que personne ne bouge parce qu'on est serré, tenu par l'émotion du petit frère de Nachshon Waxman, un nom qui ne dira peut-être rien aux auditeurs de Radio J, mais qui était un soldat qui avait été enlevé par le Hamas en 1994 et qui avait trouvé la mort lors de l'opération de sauvetage malheureusement manquée de l'unité de l'état-major de la Sayeret Matkal. Et ce jeune frère de Nachshon qui était enfant à l'époque, et qui rappelle le souvenir de son frère et qui demande la voix serrée par l'émotion à tous ceux qui sont là de rester unis dans le souvenir de ceux qui sont tombés, mais aussi dans la célébration de la vie, dans la célébration de cet État qui continue envers et contre tout. Le frère d'Eliras Peretz aussi, qui a parlé hier soir devant les habitants du quartier pour raconter la mort de son frère. Un de ses 2 frères qui ont péri dans les guerres d'Israël, alors que leur mère, Myriam Peretz, avait été l'année dernière une des candidates à la présidence de l'État. Ce sont des personnages symboliques, ce sont des personnages extrêmement forts et en même temps extrêmement proches de la population israélienne. Et c'est ce qui fait justement cette solidarité, cette fraternité, au-delà des crises, au-delà des problèmes sécuritaires qui font que Israël reste ensemble et retrouve ses forces. Pascal Sunshine, hier, le président israélien Isaac Herzog a indiqué que c'est une journée sans discorde pour pleurer nos fils et nos filles. Est-ce que donc, au gré de ce que vous venez de nous dire, les Israéliens ont entendu cela ? Ils l'ont entendu partiellement parce que la douleur est toujours là et que la douleur confrontée à la politique, ça n'est jamais un bon mélange. Il y a eu des incidents, il y a eu quelques incidents dans un certain nombre de cimetières militaires, le plus grave ayant été celui de Beersheva ce matin avec la présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Mais au-delà de ces incidents, justement, ce qui va rester, c'est cette force intérieure des Israéliens. Un ami que j'ai croisé tout à l'heure à une de ces cérémonies me disait que justement, ce qu'il voyait, par exemple, au cimetière militaire du Mont Herzl, cela lui rechargeait l'âme. Et je pense que c'est exactement le sentiment que l'on a tous cet après-midi en Israël, en attendant maintenant effectivement le passage vers Yom HaAtzmaut. Et justement, ce soir, Israël va basculer du deuil à la réjouissance. Est-ce qu'il y a des choses précises qui sont prévues ce soir, des grands événements à ne pas manquer en Israël ?
Comme d'habitude, évidemment, la cérémonie nationale du Mont Herzl qui marque le passage du deuil à la réjouissance avec le dernier Kaddish qui sera lu par le rabbin Léodi. C'est celui qui a perdu il y a 2 semaines deux de ses filles et sa femme dans un attentat dans la dépression du Jourdain. Et pourtant, il sera là pour dire le Kaddish et pour dire lui aussi l'unité du peuple. C'est exactement comme ça que Israël continue et donc on passera ce soir effectivement les fêtes, l'allumage des flambeaux, les feux d'artifice, les chants et les danses dans les rues, tout ce qui attend les Israéliens pour célébrer ensemble ce 75e anniversaire de l'indépendance. Merci beaucoup Pascal Sunshine. On vous retrouve bien sûr demain, dès demain matin sur Radio J à 7h26 et à partir de 14h dans toutes nos éditions spéciales sur Yom Ha'atzmaut. Merci beaucoup, à demain Pascal. À demain. Et puis bien sûr, cette journée est essentielle pour les familles endeuillées. 24 213 soldats sont morts depuis 48, on le disait tout à l'heure, 4 255 victimes du terrorisme depuis 1948 et victimes du terrorisme justement plutôt depuis 1851. C'est jusqu'à aujourd'hui, ce bilan il pourrait bien sûr s'élever, Arieh Ben Semoun. Et pourquoi ? Parce que je rappelle que 2 attentats sont survenus hier, notamment un qui a fait 8 blessés à la voiture bélier au marché Mahane Yehuda, quelques heures avant le début de la cérémonie au Kotel. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou s'est exprimé. Il a déclaré qu'il rappelait que la terre d'Israël et l'État d'Israël ont été acquis à travers de nombreuses souffrances. Est-ce que ça vous fait réagir ? Parce que il y a des pertes certes dans les combats, mais il y a des pertes aussi involontaires, entre guillemets, avec des gens, des passants qui marchent, que ce soit des Israéliens ou des étrangers, on l'a vu avec ces chiffres. C'est pourquoi les commémorations concernent à la fois les soldats tombés, comme on dit, au champ d'honneur, au combat, dans les différentes guerres que l'État d'Israël a dû livrer contre ses ennemis, mais également les victimes du terrorisme, les victimes civiles. Mais ces chiffres sont étourdissants, ils sont extraordinairement élevés. Il faut se souvenir que au commencement, c'est-à-dire, vous dites, depuis 1851, c'est-à-dire à une époque où il y avait relativement très peu de Juifs sur la terre d'Israël. Rappelons qu'en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, le Yishuv ne comptait pas plus que 600 000 personnes. Nous sommes très loin des presque 10 millions de citoyens que compte aujourd'hui l'État d'Israël. Donc si on ramène ces chiffres qui pourraient paraître finalement relativement faibles, entre guillemets, pour un pays qui est en guerre depuis presque un siècle, mais ramenons-le à la réalité de la population. C'est comme s'il y avait eu depuis 1948 en France pratiquement 500 000 morts. C'est terrible, c'est considérable. Et ces mêmes chiffres peuvent être aussi adaptés quand il s'agit du terrorisme. Le prix que le peuple juif, que l'État d'Israël a payé au terrorisme depuis sa création est juste hallucinant. Ce serait à l'échelle d'un pays comme la France plusieurs dizaines de milliers de victimes du terrorisme quand on connaît les chiffres, et c'est toujours trop. Un seul mort, ce serait déjà beaucoup trop. Donc oui, c'est un prix, c'est un tribut qui... Tous les jours, pas un jour sans qu'il y ait des menaces terroristes, des attentats qui sont déjoués et malheureusement aussi des attentats qui réussissent, que ce soit des attentats au couteau, à la voiture bélier, au jet de projectiles, un rocher qui arrive ou une grosse pierre qui arrive sur une voiture jetée depuis un pont, ça peut tuer des gens et d'ailleurs malheureusement il y a des gens qui meurent aussi comme ça. Toutes sortes de violences qui sont exercées par les Arabes palestiniens contre les Juifs au quotidien et malheureusement, on sait très bien que cette situation ne va pas s'améliorer demain matin. Peut-être même, elle pourrait encore se dégrader puisqu'il y a dans la région, malheureusement, encore, comme on dit, des bruits de bottes, que ce soit vis-à-vis de l'Iran, que ce soit en provenance du Hezbollah, du Hamas et d'ailleurs. Hélas, nous ne sommes pas à la fin de cette terrible histoire. Et justement, une question que je voulais vous poser à tous deux, évidemment, une question peut-être géopolitique. Depuis ce fameux rapprochement Iran-Arabie Saoudite, est-ce qu'on doit craindre davantage, plus que d'habitude pour Israël ? Daniel Halevi-Gotshel, je vous pose la question. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il est important de souligner que ces accords d'Abraham, puisqu'on parle de géostratégie, on ne peut pas ne pas les rappeler, qui ont été signés il y a quelques années, ont changé considérablement la donne géostratégique dans la région, puisque
d'abord Israël a des relations diplomatiques avec plusieurs pays dans la région, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit Bahreïn, le renouvellement des relations diplomatiques pleines et entières avec le Maroc, etc. sont des choses tout à fait extraordinaires, parce qu'aujourd'hui elles semblent naturelles. Ces vols quasi quotidiens entre le Maroc, direct entre Maroc et Israël, semblent quelque chose de naturel, mais il y a 3-4 ans, qui aurait pu penser que ça se passe? Donc, ces relations en elles-mêmes sont très importantes, à la fois du point de vue stratégique et économique, mais aussi en influence sur toute la région. Et le rapprochement avec l'Arabie Saoudite qui existe, même s'il n'est pas officialisé, il se passe des choses entre Israël et l'Arabie Saoudite qu'il se passait aussi, derrière les rideaux avec les Émirats Arabes Unis dans le passé, continue. Il est clair qu'un élément, un véritable rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce serait pas une bonne chose, mais je serais prudent. Donc il y a une annonce qui a été faite, mais je pense qu'il faut laisser le temps pour voir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière et quels sont les motifs réels de cette annonce, en tout cas, de rapprochement. Mais dans le cas où cette annonce, qui clairement a l'air quand même d'être un peu confirmée, je sais pas, je vous vois Ari Ben Segou en train de me regarder un peu dubitatif, c'est comme si c'était fait. Je ne suis pas dubitatif. Le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est simplement le retour à une relation diplomatique qui existait il y a 7 ans, qui s'est arrêtée pour des raisons d'abord de fond et de forme. Ne revenons pas sur le sujet, ça nous éloignerait de notre thème principal. Tout à fait. Mais je crois que aussi paradoxal et bizarre que cela puisse paraître à nos auditeurs, je pense que la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ne va en aucune manière stopper le processus des accords d'Abraham. Peut-être même au contraire, c'est une manière de les accélérer. Les Saoudiens ont besoin de se préserver. Ils savent que s'il devait y avoir une confrontation militaire entre les Iraniens et les Israéliens, ils feraient partie des dégâts collatéraux. Donc ils essaient de se protéger de toutes les manières possibles et imaginables. Et le processus qui a été enclenché avec la bénédiction des Saoudiens, ne l'oubliez pas, sinon les Émiratis et les Bahreïniens n'y seraient jamais allés, va continuer. C'est un aller sans retour. Peut-être que les choses seront plus lentes, plus longues, mais à un moment ou à un autre, les intérêts stratégiques convergent pour qu'il y ait une véritable intégration d'Israël au Moyen-Orient et une paix solide avec l'ensemble des pays arabes sunnites, parce que c'est au-delà de toutes les questions morales et éthiques, c'est d'abord leur intérêt qu'il en soit ainsi. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que quelle que soit la relation diplomatique que les chiites entretiendront avec les sunnites, il reste, et pour longtemps encore, des ennemis jurés, puisque ce qui les sépare, ce qui les divise, est de dimension et de nature quasi ontologique. C'est-à-dire, ils sont irréconciliables sur les principes religieux les plus essentiels qui gouvernent leur régime, leur vie, leur existence. Donc, dans l'état actuel des choses, moi, je crois que faut pas s'alarmer outre mesure. En revanche, il faut vraiment s'inquiéter, effectivement, de la dangerosité de l'Iran qui s'est émancipé de toutes les règles, de toutes les contraintes, de tous les interdits, qui est aujourd'hui véritablement un état du seuil, que je crois, malheureusement, seule une action militaire concertée pourrait empêcher d'aller à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, vers la bombe atomique. Et pour cela, il faut être prêt en tous les cas. Est-ce que vous pensez que l'armée israélienne est puissante, reste puissante et pourrait affronter cela ? On ne peut pas tout dire à la radio, n'est-ce pas ? Non, je crois que l'armée d'Israël est puissante, et je voudrais juste ajouter à l'analyse d'Arié, c'est que la menace iranienne n'est pas la menace uniquement de l'Iran en tant qu'Iran, mais c'est un front chiite dans lequel il y a également des éléments non chiites. Je veux parler donc au-delà de l'Iran, c'est des éléments qui sont soutenus en Syrie par l'Iran. C'est évidemment le Hezbollah, qui lui est une organisation chiite qui existe grâce à l'aide à la fois militaire et financière que lui octroie l'Iran. Et c'est également le Hamas, qui lui évidemment est sunnite, mais ce qui lie le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, c'est la haine d'Israël, la volonté de détruire Israël. Et donc on a affaire ici à un front qui agit des fois directement, mais le plus souvent indirectement. L'Iran agit par proxy, par l'intermédiaire d'actions engagées par le Hezbollah et le Hamas, comme on l'a vu encore récemment. Avec nous, toujours par téléphone, Robert Zbili, président du KKL. Est-ce que cet échange déjà vous fait réagir ? Oui, je suis un peu... Voilà, on est le jour de Yom HaZikaron, donc on pense à tout ce qui s'est passé. Et Yom HaZikaron, c'est pas que des noms, c'est aussi des personnes. Moi, depuis hier soir, je suis sur le net en train de regarder l'histoire de gens qui sont tombés. Il y a des héros d'Israël dont il faut se souvenir aujourd'hui. Et dans la situation actuelle d'Israël, dans la situation moyen-orientale actuelle,
ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des gens qui ont œuvré pour que cet État existe, des personnes, des gens d'exception qui ont perdu la vie pour que cet État existe. Raconter leur histoire aujourd'hui, c'est faire œuvre d'esprit juif. Ils se sont morts, ils se sont battus pour que cet État existe. Si on est dans une situation sécuritaire un peu particulière, moi je crois qu'on est beaucoup plus près de l'affrontement que ce qu'on n'a jamais été. Néanmoins, la guerre avec l'Iran, la guerre avec ses proxys, j'ai pas d'informations personnelles. Néanmoins, la situation globale est une situation moyen-orientale, géopolitique globale. Il faut faire entrer l'Ukraine dedans, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en jeu. On verra après Yom Ha'atzmaut. On verra après Yom Ha'atzmaut comment les choses vont se développer, dans quel sens elles vont aller. Maintenant, je dis, on doit revenir sur Yom HaZikaron. Yom HaZikaron. Et justement, Robert Zbili. On fait pas de, voilà. Justement, vous avez fait, en tant que le KKL, vous avez fait des actions pour les soldats, avec notamment une action que je voulais absolument évoquer avec vous, c'est le Belvédère Midsport à Chayetet. Vous avez aménagé un point d'observation sur le Mont Carmel à la mémoire des soldats de l'unité d'élite Chayetet tombés aux soldats. J'aimerais que vous nous en disiez un mot, bien sûr. Alors, le KKL, c'est dans son ADN. Hein. Les stèles, les souvenirs, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Ça fait partie du boulot du KKL, qu'on n'oublie pas que ces gens-là ont existé, que ces gens-là sont tombés. Ils sont tombés pour que Israël existe. Alors, il n'y a pas que celui-là. Il est particulier parce que il se situe à la frontière du Liban et que de ce point de vue, on a vu sur toute la plaine du Liban, on a vu sur le Hezbollah en direct, on s'aperçoit quel est le danger immédiat. Il y a des stèles et des points de vue équivalents autour de la bande de Gaza. Et c'est vrai que le KKL travaille pour ça, travaille pour la mémoire de ces gens-là. C'est aussi important que le reste. Il y a HaZikaron une journée, et puis il y a la vie qui passe. Il y a la vie qui passe, et le fait qu'il y ait des endroits particuliers où leur nom soit marqué, ça reste. Ça reste beaucoup plus... une pierre tombale, c'est important, mais un lieu, c'est aussi important. Ça fait partie de ce qui fait la richesse du peuple juif et du KKL. On va aller... Je voulais revenir à Yom HaZikaron parce que parler de la situation géopolitique actuelle, c'est peut-être pas le jour. C'est pas le jour parce qu'aujourd'hui, on est dans un jour de souvenir. On se rappelle de tous ceux qui sont tombés, de leur histoire. Et je dis, moi, depuis hier soir, je lis des histoires merveilleuses et tragiques de gens qui sont tombés pour que Israël existe. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se souvenir et pas. Enfin, on peut parler de l'avenir, on pense toujours à l'avenir. Ça fait partie du jeu. Mais après Yom Ha'atzmaut, on pourra parler de géopolitique et de savoir quelle est la situation sécuritaire actuellement. Aujourd'hui, c'est une journée particulière, une journée de souvenir de tous ceux qui sont tombés pour que cet État existe. Il y a des histoires fabuleuses. Est-ce qu'il y a une histoire, justement, qui vous a marqué, Robert Zbili ? Ce matin, je lisais l'histoire d'un soldat dont la photo est encore interdite à la publication, qui est mort il y a plus de 10 ans. Et dans la photo, et c'est un soldat d'une unité d'élite, et c'est un soldat d'une famille juive française, qui est peut-être le plus grand soldat que l'État d'Israël ait connu. Et ça vaut le coup d'aller voir ce qu'on a pu publier là-dessus. C'est-à-dire, c'est une histoire fabuleuse, et j'écoutais son père parler de son fils, raconter ce qu'il pouvait dire sur son fils, et à un moment donné, ils étaient dans un hélicoptère avec son meilleur ami et son partenaire de combat, et il a demandé à son partenaire, il lui a dit on va être visé, on a 5 secondes pour savoir qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Et son ami lui a dit, je ne sais pas. Il a dit, moi je sais. Il a dit, moi, si j'ai 5 secondes, je sais que le missile va nous toucher et qu'on va mourir, je vais dire le schéma. Est-ce que... Et cet homme-là, qui est un des plus grands soldats de l'histoire d'Israël, qui puisse, à ce moment-là,
pensait une chose comme ça, qui est mort dans des conditions dramatiques, mais qui a eu une vie exceptionnelle. Son enterrement a eu lieu de nuit, parce il pouvait pas, il y avait des milliers de personnes à son enterrement. Son visage, sa photo n'est toujours pas permis. Enfin, la publication de sa photo n'est toujours pas permise. J'ai écouté son père raconter son histoire pour Yom HaZikaron, raconter ce qu'il pouvait raconter de son histoire pour Yom HaZikaron. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'attacher. C'est-à-dire, Moreno, c'était quelqu'un de particulier c'est un juif français, une famille française qui avait fait l'Aliyah et qui a donné sa vie pour l'État d'Israël et qui est peut-être un des plus grands soldats de l'histoire d'Israël. Voilà ce à quoi sert Yom HaZikaron. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que cet État existe. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes actuellement. Il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes, le pays est déchiré, le pays est fracturé, mais je suis persuadé d'une chose, c'est que l'unité du peuple juif sera toujours vainqueur. Je pense qu'on va sortir de la situation politique actuelle avec quelque chose qui sera encore mieux qu'avant. Les crises, c'est normal. Dans une démocratie, une crise est normale. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord, c'est quelque chose de normal dans une démocratie. Que tout le monde ne soit pas d'accord sur un texte politique, une loi, c'est normal. Que les gens manifestent, c'est normal. Que les gens défendent leur opinion, c'est normal. Mais que le peuple reste uni, c'est aussi normal et c'est ça, c'est la force du peuple juif. Et Yom HaZikaron, c'est le jour où on se rappelle que de toute façon, il n'y a pas de choix. Et justement, il n'y a pas de choix, mais vous parlez de ces soldats, dont un si spécial à votre cœur. Et puis, Isaac Herzog en a parlé aussi hier. Il a tenu à démarrer son intervention par un soldat que j'évoquais tout à l'heure, le plus jeune soldat aussi, mort à 17 ans. J'ai envie qu'on écoute, si vous voulez bien, Robert Zbili, le président de l'État d'Israël. Ce soir, je souhaite vous parler d'une tombe spéciale. Un petit lot, cette tombe 9, zone A, de 1948, sur le cimetière du Mont Herzl à Jérusalem. À l'entrée de cette tombe, au premier rang, au-dessus de la petite tombe, se dresse en silence la pierre tombale du plus jeune mort de ce terrain, le soldat Yosef Tzvi Strauss, Yossi, né en Hongrie. Jeune homme Haredi ultra-orthodoxe, réfugié de la Shoah, qui a rejoint le mouvement de jeunesse Agudas Yisroel et a fait son alia sur le bateau d'immigration clandestine Latroun, expulsé vers Chypre. Il a persisté, il est revenu. Étudiant à la Yeshiva Kol HaTorah de Jérusalem, il s'est engagé avec la bénédiction de ses rabbins dans l'effort de guerre et est tombé au combat autour d'Armon HaNatziv à l'âge de 17 ans seulement. Et donc forcément, voilà, on vient d'entendre ce discours d'Isaac Herzog sur ce soldat aussi. Ça vous fait peut-être aussi réagir en studio. Est-ce qu'il y a, un soldat précis qui vous a marqué? C'est ce que vous disiez, Robert Zbili, des histoires. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Parlons d'histoire. Des histoires, c'est des hommes, c'est pas des chiffres. C'est pas des chiffres, c'est des noms. Les noms portent en eux plus que la barre d'une identité. C'est tout un parcours, c'est tout un vécu, c'est toute une histoire. Et il y a des milliers d'histoires comme celle d'Emmanuel Moreno. D'ailleurs, pour ceux qui veulent retrouver le témoignage de ses parents, c'est sur Chauffard, disponible sur tous les réseaux. C'est facile à retrouver. Et merci Robert d'avoir rappelé cette figure splendide, extraordinaire, merveilleuse d'Emmanuel Moreno. Rappeler en même temps qu'il y a énormément de Juifs de France qui se sont engagés dès les premières heures de la création de l'État d'Israël pour participer au combat dans des unités de volontaires. Et puis, très récemment, on sait qu'il y a eu une très forte alia de Juifs de France et il y a beaucoup de jeunes Juifs qui sont allés s'enrôler, qui ont fait leur alia et qui sont allés s'enrôler dans les unités combattantes, voire dans les unités d'élite, justement après cette période des attentats en France que vous avez évoqué, et notamment l'attentat contre l'école Otsar Torah à Toulouse. Et chacun sait que je viens de Toulouse. Et c'était très impressionnant de voir tous ces jeunes élèves d'Otsar Torah qui ont terminé leur année, qui ont passé leur bac, qui ont fait leur alia à 80%, qui se sont retrouvés dans les rangs de Tzahal dans les mois qui ont suivi. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient dans des unités combattantes, parfois même des unités d'élite. Mon fils en faisait partie. Et il y a tout ce dévouement, toute cette énergie, toute cette puissance, cette force qui a été mise au service finalement de la dignité, de l'honneur du peuple juif.
juif. Et parmi ces jeunes, il y a eu des victimes, notamment lors des derniers affrontements à Gaza en 2014. Et on pourrait évidemment raconter les histoires de tous ces jeunes qui ont donné leur vie pour ce pays, pour cette terre, pour ce peuple, et pour ce à quoi ils croyaient. Mais je voudrais juste dire, par rapport à ce que disait tout à l'heure Robert, la particularité de la notion de souvenir et de mémoire dans le peuple juif, quand on emploie les bons mots, la mémoire, la transmission de la mémoire, c'est le passé est indissociable du futur. C'est pourquoi on emploie ce mot si extraordinaire, le mot de Zachor, souviens-toi, qui est aussi le mot de Zecher, qui veut dire, ou Zachar, qui parle des générations qui viennent. Faire le lien entre le passé et l'avenir, c'est ça la véritable dimension du souvenir. Bien sûr, c'est Yom HaZikaron, on est dans le Zecher, on se souvient, mais en se souvenant du passé, on se projette immanquablement dans l'avenir, et c'est ce lien permanent entre le passé et le futur qui écrit la mémoire d'Israël. Ce qui peut expliquer également pourquoi Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut sont juxtaposés. Absolument. Sans le souvenir et la mémoire de ceux qui sont tombés, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Et c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup à Robert Zbili, président du KKL, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Robert. Vous restez bien sûr avec nous dans un instant. Toujours plus d'échanges. Vous restez avec nous. On parle culture avec Jérôme Goulon. Un regard avec notre thérapeute Nathalie Daudrieux pour évoquer Israël et cette journée du souvenir. Justement, quelques questions de nos auditeurs également. Mais tout de suite, une très très courte pause suivie du journal de l'information. Restez connectés sur Radio J. Sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sémicou. Bonjour Alexandra. Bonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Israël commémore aujourd'hui ses soldats morts au combat et les victimes du terrorisme pour le Yom HaZikaron. La sirène a une nouvelle fois retenti à 11h ce matin et le pays s'est arrêté pendant 2 minutes. À 13h, une autre cérémonie au Mont Herzl a commencé. Elle commémorait les victimes civiles du terrorisme. Aujourd'hui, la nation pleure ces 24 213 soldats tués parmi les 4 255 victimes civiles du terrorisme. On dénombre 740 enfants et adolescents, 120 Israéliens tués à l'étranger et 135 citoyens étrangers tués dans des attentats terroristes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pris la parole ce matin lors d'une cérémonie sur le Mont Herzl. Cette année, plus que jamais, au jour du souvenir des héros de la nation, nous nous souviendrons que nous sommes tous frères, juifs, druzes, musulmans, bédouins, chrétiens, circassiens. Nous sommes frères dans le service, nous sommes frères d'armes, nous sommes frères par le sang. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, traduit par i24 News. A noter qu'une lecture des noms des victimes aura lieu en continu aujourd'hui depuis le Mont Herzl. Au chapitre sécuritaire, 2 habitants de l'Est de Jérusalem ont été surpris en train de voler des munitions à des soldats de Tsahal lors d'une cérémonie de Yom HaZikaron à Jérusalem. Selon la police, c'est l'un des soldats qui a remarqué un bruit provenant d'une salle de stockage sur le site et qui a vu un habitant du camp de réfugiés de Chouafat portant un sac qui contenait plusieurs chargeurs. Les 2 hommes ont été arrêtés. Par ailleurs, un Palestinien a été abattu lors d'une opération de Tsahal près de Jéricho alors qu'il tentait de s'enfuir en tirant sur des soldats israéliens. Âgé de 20 ans, il était soupçonné d'être affilié au groupe terroriste de la Brigade des Martyrs d'Al-Aqsa. Et puis ce soir, Israël passera des larmes de tristesse aux larmes de joie pour célébrer le 75e anniversaire de son indépendance. Un État qui se rapproche des 10 millions d'âmes. C'est 12 fois plus qu'à
sa naissance selon les chiffres publiés par les autorités. Une population juive pour près des 3/4 et un peu plus de 20% d'Arabes. Depuis l'année dernière, la population a augmenté de 216 000 personnes. Diplomatie, la discussion spéciale au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question des Palestiniens s'ouvre en ce moment à New York, et ce malgré la demande de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, de changer sa date en raison de Yom HaZikaron. Gilad Erdan, qui devrait participer à la réunion, a pris une prise de parole à 17h45 heure israélienne. L'actualité en France, après 2 déplacements tendus la semaine dernière, le président de la République se rend dans le Loir-et-Cher pour une visite sur le thème de la santé. La CGT du Loir-et-Cher lui a réservé un accueil sonore avec des casseroles, tandis que la préfecture avait interdit ce genre de dispositif sonore. Le gouvernement persiste et signe, peu importe les manifestants présents sur place, il faut continuer à se déplacer sur le terrain. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal. Vous dites quoi, c'est pas la vraie France, pas celle qui travaille ? On n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler ou qui télétravaillent, mais en tout cas qui attendent de nous qu'on agisse pour eux. Ensuite, vous avez des militants politiques qui font des mouvements, des manifestations quand on se déplace. Bien, l'important, c'est qu'on continue à se déplacer et qu'on aille au contact des Français. Le ministre délégué au compte public Gabriel Attal sur RTL. On termine ce journal avec une page d'actualité internationale. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden annonce officiellement sa candidature pour sa réélection. Il a demandé aux électeurs de lui donner plus de temps pour, je cite, terminer le travail qu'il a commencé lorsqu'il a prêté serment. Joe Biden, qui aurait 86 ans à la fin d'un second mandat, il parie sur ses réalisations législatives du premier mandat et plus de 50 ans d'expérience à Washington qui, selon lui, compteront plus que les inquiétudes portées sur son âge. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. Vous restez avec nous dans quelques secondes. C'est la suite de notre émission spéciale Yom HaZikaron avec mes invités sur Radio J. N'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez réagir, poser vos questions dans quelques minutes. Pour ce faire, appelez-nous au 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 et vous pouvez également nous écrire sur la page Radio J sur notre Facebook Live. À tout de suite. Radio J. Radio J, le 6-9, Léa Moscona. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai l'un des porte-paroles du Parti Socialiste, le Drômois Pierre Jouvet. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité à l'occasion de cette journée du souvenir en hommage à nos soldats israéliens tombés depuis 1948 et aux victimes du terrorisme, avec nos invités Aryeh Ben Semoun, président de Elnet France, Daniela Lévy-Gotshal, ministre conseiller aux affaires politiques intérieures, économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël à Paris. Et tout de suite, on progresse évidemment comme cette journée en Israël avec Yom HaZikaron qui va devenir Yom Ha'atzmaut. Dès ce soir, on en parle avec Alexandra Sénigou. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et tout juste 24 heures après le début de Yom HaZikaron, ce soir à 20h, le pays fêtera en grande pompe les 75 ans de la création de l'État d'Israël, avec entre autres des milliers de célébrations, feux d'artifice et scènes de liesse. Un passage du deuil à la joie assez abrupt et hautement symbolique, je crois, Alexandra. Cette association entre Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut est volontaire. C'était même la volonté de David Ben Gourion en 1950. Il convoque une commission pour choisir une date officielle du jour du souvenir pour les soldats, et il est particulièrement séduit par la proximité entre les deux dates et ce qui symbolise selon lui le tribut payé pour l'indépendance de la nation. Et cette proximité avec Yom Ha'atzmaut nous rappelle donc que juste avant de célébrer l'indépendance d'un pays bien vivant, il ne faut jamais oublier les gens qui ont donné leur vie pour lui. C'est un message hautement symbolique et de souvenir.
Et puis bien évidemment, le lien entre le Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut est très particulier. Il donne ainsi une certaine profondeur à la fête de l'indépendance qui a lieu tous les ans depuis 1949, Alexandra. Disons que c'est une saveur différente car c'est une fête de remerciement pour ceux qui se sont sacrifiés et elle montre l'importance de l'unité nationale. La journée de Yom Ha'atzmaut démarre par la traditionnelle cérémonie d'allumage de la torche au Mont Herzl à Jérusalem, mais Yom Ha'atzmaut c'est aussi des concerts, des fêtes dans les rues et des défilés militaires. Bref, on change radicalement d'ambiance en à peine un jour, Cyrielle. Vous parliez à l'instant des traditionnels défilés militaires. Cette année, plus de 100 avions de chasse, hélicoptères de combat, avions de ravitaillement et autres drones vont participer à la parade. Ils seront pilotés par des soldats réguliers mais aussi de réserve qui, pour cette journée, mettront de côté la protestation contre le gouvernement et sa réforme judiciaire, y compris les menaces de refus de servir. Des armées étrangères ont également été invitées à participer à ce défilé, dont celle des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l'Italie. Merci beaucoup Alexandra Sénigon. On vous retrouve bien sûr demain pour l'info dès 14h et dans notre édition spéciale Yom Ha'atzmaut à partir de 15h. À demain Alexandra. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et dans cette partie d'émission, on avait aussi envie de parler de culture. Arié Ben Semoun, je vous vois me regarder, me sourire autour bien sûr de notre actualité pour découvrir des œuvres que nos auditeurs peuvent aimer, découvrir, redécouvrir et vous aussi peut-être. Et donc tout de suite, c'est la chronique émotion sur cette journée du souvenir par Jérôme Goulon. Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. En cette journée du souvenir des soldats tombés pour la défense d'Israël, on va parler d'artistes ou d'œuvres qui rendent hommage à ces héros, ainsi que... On va également parler de cette journée donc, qui est une journée de souvenir des soldats tombés pour la défense d'Israël et aussi des victimes du terrorisme. Excusez-moi, j'en perds mes mots. On commence en musique, comme d'habitude avec cette chronique, avec cette chanson de Serge Gainsbourg, une chanson méconnue du grand public et tombée aux oubliettes dans la culture populaire, du moins en France, pour des raisons politiques. Cette chanson, c'est Le Sable et le Soldat, écrite en 1967. Elle rend hommage aux soldats israéliens, mais elle ne figure dans aucun best-of ni aucune intégrale de Serge Gainsbourg, car elle a été sujette à polémique. Et s'il y a un jour propice pour parler de cette chanson, c'est bien aujourd'hui. Alors flashback, nous sommes en 1967. Serge Gainsbourg en est au début de sa carrière. Il commence à avoir une petite notoriété grâce à sa chanson Le Poinçonneur des Lilas. Mais il n'est pas encore la star qu'il va devenir. Avraham Sherman, qui travaille à l'ambassade d'Israël à Paris, est séduit par Le Poinçonneur des Lilas. Il rentre alors en contact avec Serge Gainsbourg parce qu'il veut lui demander d'écrire une chanson capable de galvaniser les rangs de Tsahal. On rappelle le contexte historique. À cette époque, la tension monte avec les pays arabes. Une nouvelle guerre est de plus en plus probable avec la crise du canal de Suez qui s'est soldée par une grande frustration pour l'Égypte. Et si une nouvelle guerre se déclenche, l'armée israélienne veut donc avoir un hymne capable de donner du cœur à l'ouvrage à ses soldats. Flatté, Serge Gainsbourg écrit donc cette chanson et enregistre une maquette en français. Et ça donne ça. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Alors cette maquette en français avec la voix de Serge Gainsbourg, elle est envoyée par avion le 4 juin 1967 à Tel Aviv. La version définitive doit être enregistrée en hébreu dans les locaux de Kol Israël, la radio publique israélienne. Mais hasard du destin, dès le lendemain de cet envoi par avion de la maquette, la guerre des 6 jours éclate, un conflit éclair qui aboutit à la victoire israélienne. Alors dans la liesse de cette victoire, la radio israélienne diffuse sur ses ondes la version en français chantée par Serge Gainsbourg, puisque la version définitive, qui devait être interprétée en hébreu par un autre artiste, n'a pas eu le temps d'être enregistrée. C'est d'ailleurs la seule et unique fois où cette version de Gainsbourg passera sur les ondes. La chanson est archivée et tombe aux oubliettes, du moins en France. Il faut savoir en effet que la famille de Serge Gainsbourg déteste cette chanson. Elle lui reproche en effet d'être trop pro-sioniste et surtout elle estime que ça ne correspond pas à l'image de Gainsbourg, qui n'a jamais mis les pieds en Israël de sa vie
et qui était connu pour son antimilitarisme et qui n'a jamais revendiqué sa judéité, disant même sur France Culture en 1982 qu'il était ashkénaze et qu'il n'était pas un mec d'Israël. Malgré tout, Gainsbourg, il avait tenu des propos contradictoires, puisqu'en 1984, lors d'une interview à Carbone 14, la radio libre, il avait déclaré qu'il était prêt à partir en Israël si les choses tournaient mal. Bref, avec toutes ces polémiques, la chanson est donc en France passée aux oubliettes. En Israël, en revanche, elle est bien connue de tous, et notamment des soldats, dont certains ont donné leur vie pour Israël. Ça vous fait réagir, je crois, Daniel Alevi-Gotshel. Oui, c'est une chanson que j'ai entendue, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais probablement en Israël, puisque vous dites qu'en France, elle n'est plus diffusée, donc j'ai dû l'entendre sur les ondes en Israël. Et ce qui me fait réagir également, c'est cette double relation Israël, a priori, que vous avez décrite de Serge Gainsbourg, qui d'un côté n'avait rien de sioniste, peut-être même bien au contraire, même on voit que ça fait mis un peu à dénigrer en quelque sorte cette chanson, puisqu'elle n'a pas été diffusée, elle n'a pas été incluse dans les collections de disques de Serge Gainsbourg. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a quelque chose dans l'âme de chaque juif, également de Serge Gainsbourg, quelque chose de très très profond, puisqu'il a écrit cette chanson. C'est lui qui a écrit les paroles, effectivement. Oui. Personne d'autre l'a écrite. Et puis ce que vous avez dit, la citation que vous avez faite sur sa volonté, en tout cas exprimée, de combattre pour Israël si c'était nécessaire. Donc c'est très émouvant d'entendre cela aujourd'hui. L'histoire a fabriqué des juifs un peu schizophrènes, et peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin de cette schizophrénie, justement, où les juifs vont pouvoir tout simplement affirmer qu'ils sont ce qu'ils sont, ou qu'ils vivent d'ailleurs, que ce soit en Israël ou encore en diaspora. Mais peut-être qu'on est en train de terminer cette phase où c'était pas si simple finalement, après 20 siècles de persécution et peut-être même davantage, d'assumer cette identité parfois lourde à porter. L'identité juive ou israélienne. L'identité juive, s'agissant de quelqu'un comme Gainsbourg, mais on l'a vu d'ailleurs dans beaucoup de personnes ou de personnalités issues du monde du show business, du monde des médias. On a vu que sur le tard, il y avait un retour un peu aux origines. On l'a vu avec Léon Zitrone, d'une certaine manière, on l'a vu aussi avec Michel Drucker. Et je le vois tous les jours, moi, dans cette émission à partir de 15h. Il y a des gens, avec l'âge, espèce de temps de vérité, où on peut plus échapper à ce que l'on est vraiment, et on arrive à guérir de cette forme de schizophrénie où à l'intérieur on sent quelque chose, mais à l'extérieur on veut montrer peut-être une autre image, parce que ce n'est pas toujours très confortable d'affirmer cette identité. Et encore aujourd'hui, malheureusement, avec cette explosion de la haine des Juifs, il faut être extraordinairement résilient, pour ne pas dire résistant. Et puis pour terminer sur Serge Gainsbourg, c'est vrai qu'il avait écrit cette chanson en 1967, il n'avait pas du tout la notoriété qu'il avait acquis à la fin de sa carrière, et peut-être que quand on est moins exposé, on est plus libre et on parle davantage avec le cœur. C'est possible aussi. On va poursuivre notre hommage aux soldats israéliens avec un livre écrit par un soldat, ou plus exactement une soldate, Jérôme Goulon. Il s'agit du livre « Quand j'étais une soldate » de Valérie Zenati, un livre sorti en 2002, mais bien évidemment toujours d'actualité, puisque dans ce livre, une jeune femme israélienne décrit son quotidien de soldate durant ces 2 années de Sherut, c'est-à-dire le service militaire. Comme elle le rappelle dans son livre, avoir 18 ans en France, ça signifie passer son bac, son permis de conduire, avoir le droit de vote, commencer ses études. Eh bien, avoir 18 ans en Israël, ça signifie de devoir donner les 2 prochaines années de sa vie à l'armée, au pays, puisqu'on le rappelle, en Israël, je n'apprends rien à personne ici, le service militaire est obligatoire non seulement pour les hommes, mais également pour les femmes, ce qu'on a tendance en France à oublier ou ne pas savoir pour certains. Alors dans ce livre, Valérie Zenati, elle décrit donc son quotidien de soldate, devenir un matricule, porter l'uniforme, se réveiller à 4h30, faire la vaisselle pour 70 personnes. Mais le service militaire, c'est aussi apprendre le maniement des armes, connaître l'histoire et la géographie des pays voisins et ennemis, connaître les langages codés des pilotes adverses et être prêt à risquer sa vie, que l'on soit donc un homme ou une femme. Dans ce livre, Valérie Zenati fait part aussi d'une certaine ambivalence. D'un côté, l'obligation de porter son Uzi, son pistolet mitrailleur en permanence chargé de balles réelles, et le plaisir qu'elle ressent à participer aux séances d'entraînement. Et puis de l'autre, la peur de devoir se servir de son fusil mitrailleur et de ne pas savoir ce qu'elle ressentirait si elle devait tuer quelqu'un. C'est ce qu'elle décrit dans son livre. Bref, ce livre apporte un regard différent sur le quotidien des soldats, en l'occurrence le regard d'une femme, avec une leçon qui ressort de l'expérience de Valérie Zenati. Le service militaire est un véritable rite de passage vers l'âge adulte. 2,
quand on est préparé à faire la guerre, la chose que l'on espère le plus, c'est la paix, même si malheureusement le prix à payer est souvent celui du sang. Le titre du livre aurait d'ailleurs pu être « La jeune fille au fusil dans les mains et au papillon de paix dans la tête ». On va faire réagir bien sûr nos invités, mais on poursuit avec du cinéma. Il y a un film que vous nous conseillez, Jérôme. Il s'intitule Tsahal. Oui, un film de Claude Lanzmann, sorti en 1994, mais lui aussi toujours d'actualité. Ce film rend donc hommage à Tsahal, l'armée israélienne, et à ses soldats sans qui la question de la paix entre Israël et ses ennemis ne se serait jamais posée, pour la simple et bonne raison, vous l'évoquiez, que sans le sacrifice des soldats morts pour la patrie, Israël n'existerait plus. Alors ce film, il montre comme personne ne l'avait fait auparavant les guerriers, les officiers et les soldats des forces de défense d'Israël. Un film bouleversant qui porte sur la peur, le courage, la conquête du courage, le prix du sang versé, mais aussi celui du sang reçu, avec en toile de fond le fil ténu qui relie les civils juifs, hommes et femmes sans défense, victimes de l'Holocauste, aux combattants de l'Israël moderne. Mais Tsahal, c'est aussi un film sur les armes, les assauts, les stratégies et la tactique militaire. Bref, une véritable plongée dans la réalité du quotidien des soldats de Tsahal. Alors nous qui sommes confortablement assis dans le canapé, dans notre salon, on a tendance à ne pas forcément se rendre compte de la réalité et des horreurs du terrain. Ce film rétablit donc un petit peu cela. Une œuvre plus que jamais utile de Claude Lanzmann, qui déclarait 1 an avant sa mort, un peu résigné par les horreurs de ce monde: je ne suis pas un ami de l'humanité, j'ai peur des hommes, au contraire, quand je vois des hommes, je vois des tueurs. Est-ce que ça vous fait réagir éventuellement sur le film de Claude Lanzmann, Tsahal, oui, parce que d'abord j'ai bien connu Claude Lanzmann, bien sûr que j'ai vu Shoah, 9 heures et quelques de film, bien sûr que j'ai vu Tsahal, et je me rappelle de cette formule incroyable de Claude Lanzmann lui-même qui disait: vous nous avez adorés dans Shoah, vous nous détesterez dans Tsahal. Eh bien, cette formule est plus que jamais d'actualité quand on voit que pour venir finalement pleurer sur le sort de ceux que, d'ailleurs, la plupart des nations européennes et mondiales ont abandonné, c'est-à-dire les victimes de la Shoah, eh bien, tout le monde est là. Et quand il s'agit de parler des Juifs vivants et de voir de quelle manière on pourrait participer ou contribuer à les protéger, alors il n'y a plus personne. Et bien au contraire, comme cela se passe aux Nations Unies, eh bien on va consacrer toute une journée de commémoration, non pas à Yom HaZikaron, mais à la Nakba, à la catastrophe, disent les Palestiniens. Mais en quoi d'un mot consiste cette catastrophe? Eh bien au commencement de l'histoire moderne d'Israël, à la création de l'État d'Israël en 1948, les États arabes coalisés ont voulu détruire Israël, jeter les Juifs à la mer, c'est-à-dire réaliser 3 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale un autre projet génocidaire. Et bien heureusement, ils ont échoué, et cet échec est considéré par eux comme une catastrophe, et elle est célébrée par l'ensemble des nations qui aujourd'hui, eh bien, s'associent aux Palestiniens et au monde arabe qui pleurent sur le fait qu'Israël n'a pas été détruit en 48. C'est quand même un peu fort, mais j'avais très envie de raconter cette histoire. Et vous avez bien fait, Daniel Halevi-Gotshel. Oui, moi je voudrais en complément me référer au livre que vous évoquiez sur la condition du soldat Tsahal vu du côté féminin. D'abord, ça me touche particulièrement parce que j'ai 2 filles. Oui. Une qui a déjà terminé le service militaire, une qui est encore sous les drapeaux. Donc c'est quelque chose que je pourrais dire. Je pourrais dire, je vis pratiquement quotidiennement. Mais ce que je voulais surtout ajouter dans ce contexte-là, c'est qu'au-delà du regard féminin ou masculin de son service à l'armée, je pense qu'il faut insister aujourd'hui sur le fait que l'armée constitue encore et toujours un des principaux creusets pour la société israélienne. On a aussi bien des Israéliens religieux que non religieux, des Juifs que des Bédouins, que des Druzes, des Sfaradim, des Ashkenazim. Mais je pense que c'est important au moment où il y a quand même des débats au sein de la société israélienne sur ce que doit être l'État juif, quelles doivent être ses caractéristiques, etc. Je pense que c'est un lieu où il se passe des choses. D'abord, les gens se parlent évidemment et où se crée quand même un dialogue qui peut nous laisser optimistes réellement en ce jour. Une dernière chose que nous voulions évoquer, puisque c'est aujourd'hui aussi bien sûr la journée du souvenir des victimes du terrorisme. Et alors on va terminer avec un film qui aborde ce sujet et qui est Munich de Steven Spielberg. Oui, alors si j'ai choisi ce film, c'est pour 2 raisons. La première, évidemment, c'est aujourd'hui le jour du souvenir des victimes du terrorisme. Et puis la seconde, dans 1 an,
Paris accueillera les Jeux Olympiques et il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus de 50 ans maintenant, le monde apprenait l'assassinat de 11 athlètes israéliens lors des JO de Munich en Allemagne. Preuve que malheureusement le terrorisme n'a pas de frontières. Alors rappel des faits, nous sommes le 5 septembre 1972 pendant les Jeux Olympiques de Munich. Il est 4h30 du matin. Les athlètes israéliens dorment. C'est alors que 8 membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir, vêtus de survêtements afin de se faire passer pour des sportifs, pénètrent dans le village olympique armés de fusils d'assaut et de grenades cachés dans leur sac de sport. Le dispositif de sécurité étant léger, c'est volontaire pour effacer le souvenir des JO de 1936 à Berlin. Les terroristes pénètrent sans difficulté dans l'immeuble où résident les athlètes israéliens. Ils prennent alors en otage des athlètes, demandant la libération de 236 militants palestiniens détenus en Israël. Les terroristes menacent d'abattre un otage toutes les heures et de jeter leur corps dans la rue si leurs revendications ne sont pas acceptées. La première ministre israélienne refuse toute négociation, évidemment. Et au final, 11 athlètes israéliens trouveront la mort, 5 terroristes seront abattus et 3 arrêtés. Alors, chose totalement impensable, et on a peut-être tendance à l'oublier, c'est que le lendemain, les Jeux reprennent presque comme si de rien n'était. Le Comité international olympique, soupçonné d'antisémitisme depuis les années 30, fait tout juste un discours, et ça paraît complètement fou, dans lequel le nom des athlètes assassinés n'est même pas mentionné. Les Jeux continuent donc, avec 80 000 personnes qui assistent au match de foot entre l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé la veille. Ça paraît complètement aberrant aujourd'hui. Et en ce jour du souvenir des victimes du terrorisme, je tenais donc à rappeler cet événement, raconté donc dans le film de Spielberg, et qu'on se souvienne, des victimes, et de 2, la honte absolue de cette quasi-indifférence qui a régné au lendemain même de ces attentats. Et quel film, évidemment, très bien raconté à mon sens, Ari Ben Semoun. Une réaction éventuellement? Oui, la question du terrorisme, elle est indissociable de l'histoire d'Israël et du peuple juif. Et on est un peu dans la situation dans laquelle nous étions il y a un peu plus de 50 ans, avec Munich. Finalement, on abat et on assassine presque tous les jours, j'exagère un peu, mais à peine, des juifs, ou en tout cas on a cette volonté-là, et le monde ne s'en inquiète pas particulièrement. Puisque vous parliez de l'indifférence, nous savons aujourd'hui que l'autorité palestinienne rémunère, selon une grille de salaire, les terroristes qui tuent des femmes, des enfants, des personnes âgées, de manière totalement indiscriminée, de véritables actes de terrorisme. Et cet argent est fourni en partie par la communauté internationale qui finance l'autorité palestinienne. Donc les Palestiniens ne s'en cachent même pas, ils financent au vu et au su, et personne ne s'en étonne vraiment, et personne ne trouve ça, au-delà de l'absurde, juste insupportable. Finalement, depuis 1972 et l'attentat contre les athlètes israéliens à Munich, si j'osais, pour être un peu provocateur, je dirais que pas grand-chose n'a changé, finalement. J'étais sûre. Bah oui, je voyais cette transition arriver. Est-ce que c'est aussi votre manière de penser, Daniel Alevi-Gotshel? Oui, absolument. Je pense que le terrorisme reste à l'ordre du jour d'Israël, du diplomate israélien, quasi quotidiennement. Et ceci, par exemple, dans le contexte du Hamas, on parle du conflit israélo-palestinien. Il est bon alors de rappeler dans ce contexte comment est-ce qu'on peut arriver finalement aujourd'hui à un véritable dialogue, alors que une grande partie des territoires palestiniens sont sous contrôle direct d'une organisation terroriste qui veut la destruction d'Israël de façon tout à fait explicite dans sa charte, et que ce mouvement, le Hamas, pour le mentionner, a également une grande influence sur les territoires palestiniens gérés par l'autorité palestinienne. Donc, vraiment, cette question reste à l'ordre du jour. Elle est à l'ordre du jour depuis la création de l'État d'Israël. Et on verra potentiellement dans le temps ce qui se passera. Mais le sujet, bien sûr, la question reste entière pour l'instant. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Tout de suite, on termine avec une question en suspens. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Aujourd'hui, on s'attaque à l'actualité avec une grande question. En quoi c'est important de commémorer
bien sûr. Et qu'est-ce que ça dit, un jour de recueillement qui passe presque instantanément à la joie? On en parle avec notre thérapeute Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour messieurs. En effet, c'est des questions assez centrales qui ont été très imagées par vos récits aujourd'hui et la générosité de vos expériences partagées ici. En effet, on peut se demander en quoi c'est important de commémorer et quelle peut être l'utilité de la mémoire. Dans vos partages, il a été essentiellement question du rassemblement, de l'unité du peuple, et vous avez partagé l'importance de s'unir et de pleurer ensemble. Il y a eu beaucoup d'émotions partagées, il y a eu cette nation qui s'appuie sur des fondements de construction à travers des sacrifices, voilà la notion de sacrifice, de deuil, de souffrance. Et on peut se dire quels seraient les bénéfices de ce souvenir. Eh bien, il y a l'utilité de la mémoire qui est en fait une connexion que propose l'hippocampe dans le cerveau, qui va créer une voie neuronale pour se préparer à éventuellement une épreuve ou un souvenir ou un traumatisme qui pourrait se renouveler. Donc il y a une forme de connexion à la survie de l'être humain, qu'il y a une voie neuronale qui est construite à partir d'un souvenir traumatique. Alors vous pourrez me dire, il y a des souvenirs tenaces, mais il y a aussi les amnésies partielles, les dénis. Donc vous êtes un peuple qui participe naturellement à la voie de mettre en avant et de ne pas participer au déni. On ne met pas la poussière sous le tapis, comme on pourrait dire en psychanalyse. Il y a vraiment le fait de mettre à jour et même de s'identifier à cela. Vous le disiez dans un de vos partages, il y a comme une forme de schizophrénie intérieure et de dualité et de paradoxe qui fait qu'aujourd'hui, c'est une saine affirmation de soi que oser mettre au monde le fait d'être juif et voilà, d'emprunter ce chemin tout en donnant un sens à ce que ça fait en soi. Il y a une autre partie du cerveau qui est l'amygdale, voilà, qui propose à l'être humain un système, on va dire que c'est le centre des émotions, pour faire clair. Le centre des émotions, c'est quoi? C'est de pouvoir classer et codifier, catégoriser une expérience émotionnelle et sensorielle à un souvenir. Et donc, c'est la possibilité de faire passer le monde sensoriel et émotionnel dans le corps. Donc, vous le dites, la sirène propose un figement. Ça, c'est ce qu'on retrouve aussi naturellement dans la nature. L'animal qui est en danger va proposer différents mouvements. Le figement, la fuite, le combat. Et ensuite, il y a une décharge corporelle qui peut être le tremblement une fois qu'il se sent en sécurité. Et on revient tout de suite aux besoins fondamentaux, notamment d'appartenance, mais c'est aussi cette fameuse pyramide des besoins de l'être humain. C'est la fonction de sécurité, d'estime de soi, d'accomplissement. Tout ça, ça a été au centre de vos partages aujourd'hui. Je dirais pour conclure que emprunter un chemin qui donne du sens aujourd'hui m'a permis de sentir que l'évolution de l'aventure intérieure est une forme d'expansion qui n'a jamais de fin. Donc, je vous remercie pour tous ces partages et toute cette histoire. J'ai beaucoup appris. Merci à vous Nathalie Dedrieux. Merci, c'est la fin de cette émission spéciale Yom HaZikaron aujourd'hui. Merci beaucoup Daniel Halevi-Gotshel, ministre conseiller aux affaires politiques, intérieures, économiques et scientifiques à l'ambassade d'Israël, et Aryeh Ben Semoun, directeur d'Elnet France, ainsi que Robert Zbili, président du KKL France. Rendez-vous demain à 15h pour une émission spéciale Yom Ha'atzmaut. Très belle journée à tous.